C'est l'heure de vous informer sur Educ TV. Merci de nous suivre à la une. Actualisation des listings de paye et appropriation du PAF. Au cours d'une séance de travail, Boniface Mbaka s'est accordé avec les responsables des écoles conventionnées. Reportage à suivre. Nous parlerons aussi de la clôture de l'atelier d'évaluation à mi-parcours du plan de réduction du nombre d'enfants zéro dose et sous-vaccinés en RDC. Les objectifs ont été atteints et plusieurs recommandations ont été formulées. L'actualité également, les travaux de la COP29 se poursuivent. La Première ministre insiste pour une rétribution équitable en faveur de la RDC, deuxième poumon climatique du monde. Vous l'écouterez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Débutons par cette séance de travail entre le directeur chef de service national de la DINACOP et une délégation des coordonnateurs nationaux des écoles conventionnées. Au cœur des échanges, la mise à jour des listings de paye et l'appropriation du projet d'apprentissage d'autonomisation des filles en RDC. Pas de répit pour Boniface Mbaka, le directeur chef de service de la Direction nationale de la préparation de la paix et de la maîtrise des effectifs des enseignants. Ces jours, le numéro 1 de la DINACOP a échangé avec les coordonnateurs nationaux des écoles conventionnées partenaires du sous-secteur de l'éducation. Au sujet des listings de paix, le directeur national rassure. Désormais, toutes les écoles de la République recevront des listings de paye avec salaire pour lever un peu le flou avec les banques qui dressent leur liste à elles. Et non seulement cela, c'est pour vous permettre aussi de suivre certaines irrégularités dans ces domaines-là. Le projet PAF était également au menu. Le projet PAF demande, à travers de la Banque mondiale, demande au gouvernement congolais de prendre en charge les personnels féminins enseignants. Nous demandons le concours de toutes les écoles conventionnées au travers de vous pour que vous ayez un œil regardant sur les recrutements, avec priorité le recrutement de nos sœurs dans les systèmes et qui doivent être intégrés pour respecter les protocoles d'accord entre le gouvernement et la Banque mondiale. L'intégration du personnel enseignant avec 5000 femmes sur le fichier de paix de la DINACOP d'ici 2025, tel est l'objectif poursuivi par le projet PAF, l'un des projets phares du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, qui centre ses actions sur la gente féminine, avec un financement à hauteur de 16 millions de dollars américains octroyés par la Banque mondiale. Et puis, aux travaux de la COP29, la Première ministre insiste pour une rétribution équitable en faveur de la RDC, deuxième poumon climatique du monde. Face aux délégations congolaises, Judith Seminois a appelé ses compatriotes à porter haut la voix de la RDC. On l'écoute. Nous sommes dans une position de pouvoir changer le monde déjà pour nous-mêmes en tant que République démocratique du Congo. Et il est important que notre voix aujourd'hui puisse porter. Il y a d'un côté cette nécessité en tant que pays solution, en tant que poumon, un des pays faisant partie du poumon du monde, de pouvoir de manière équitable pouvoir être récompensé par notre position, mais en même temps, nous avons tout intérêt, nous, de nous préparer par rapport à notre développement durable, par rapport à la transformation que l'on veut donner, notamment à la transition énergétique, et je pense que ça, c'est important. Aujourd'hui, tous les contacts qu'on a au niveau bilatéral ou multilatéral nous mettent la République démocratique du Congo dans une position où la transition énergétique va devenir un élément clé de développement. Et là, nous, en tant que pays, nous ne devons pas rater cette opportunité-là, parce que nous sommes dans cette position avec nos minerais stratégiques. Mais pour ça, nous devons faire notre part, continuer à travailler par rapport à la transformation. Mais ce qui est important dans ce type de rencontre ici, notamment la COP29, c'est de voir comment nous allons défendre, au même titre que d'autres pays qui sont dans notre position, le fait qu'aujourd'hui, nous sommes ce potentiel que nous offrons au monde, comment nous défendons cette position et comment nous allons récupérer
financièrement, ce qui va nous permettre d'accélérer notre développement. Je le dis souvent, c'est que nous sommes dans une position où, contrairement aux lois économiques, où tout le monde sait que quand on est dans la théorie de l'offre et de la demande, quand l'offre est faible et que la demande est importante, c'est celui qui a cette offre faible qui gagne le plus. Mais ce que nous vivons aujourd'hui est le contraire de cette théorie. Donc, aujourd'hui, le plus important maintenant, c'est de faire entendre notre voix et de s'assurer qu'on puisse être rétribué. Ce n'est pas une récompense, c'est une digne rétribution par rapport à ce que nous apportons pour le monde. Et je pense que c'est un message que nous devons tous porter en tant que Congolais. Bien avant, lors de la première édition d'Agora, quelques 500 femmes provenant des différentes couches sociales de la RDC se sont réunies autour de la première ministre Judith Suminwa. Cette journée a été dédiée à la réflexion stratégique sur la bonne gouvernance et l'émergence socio-économique de la RDC. La chef du gouvernement a été à l'écoute des plaidoyers et recommandations de ces femmes pour une gouvernance inclusive et participative. Cette première édition vise des objectifs ambitieux. Discuter des stratégies durables pour une gouvernance inclusive et participative, sensibiliser divers acteurs sur la lutte contre les violences basées sur le genre et réfléchir aux mécanismes à créer pour combattre efficacement tant les violences que l'exclusion des femmes dans les espaces décisionnels. Les participantes se sont ainsi organisées en plusieurs groupes thématiques afin d'exprimer leurs attentes à la chef de l'exécutif central. De leur côté, les femmes enseignantes ont sollicité le soutien du gouvernement souminois pour la création d'une banque de développement dédiée à l'éducation. Elles demandent également l'octroi de bourses aux personnels académiques de l'enseignement supérieur et la mise en place d'un fonds de promotion pour l'enseignement supérieur afin d'enrichir le système éducatif et assurer un avenir meilleur pour la jeunesse congolaise. La première ministre s'est engagée à promouvoir un leadership participatif incluant les femmes. Elle a affirmé que son gouvernement prend en compte tous ces enjeux et mettra en place des solutions durables. Merci à toutes celles qui m'ont soutenue, mais en fait, elles ne m'ont pas soutenue moi, mais qui ont soutenu la femme, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il faut qu'on sorte de tous ces stéréotypes en pensant que la femme ne peut être réduite qu'à un tout petit rôle alors qu'elle a sa place autant que les hommes. Nous sommes dans un collectif où hommes et femmes ensemble, nous travaillons pour le bien de notre pays et on ne peut pas dire qu'il n'y a que les hommes qui auraient droit au chapitre ou que les femmes. C'est ensemble que nous devons construire notre pays pour l'avenir de nos enfants. Au-delà des mémos qui lui ont été présentés, Judith Suminwa a eu un échange constructif avec les membres de 13 groupes thématiques afin de recueillir les propositions cruciales retenues par ces femmes engagées. Autre chose, une trentaine d'élèves du complexe scolaire Les Petits Lutins se rendront en Suisse l'année prochaine. C'est le fruit du partenariat entre cet établissement scolaire et Préférie, une école suisse. L'annonce a été faite par Grace Beau, promotrice des Petits Lutins, lors de la visite du diplomate suisse Gaspard Chaspe. L'ambassadeur de Suisse en RDC, Gaspard Chasper-Sarotte, a participé à la première vidéoconférence entre les élèves du complexe scolaire Les Petits Lutins du site des Macampagnes et ceux des Préfleuries, une école alpine internationale. En effet, les Petits Lutins vont désormais échanger avec les élèves des Préfleuries 4 fois par an au moyen des vidéoconférences. Chaque année, au mois de novembre, il y aura une rencontre virtuelle avec l'école Préfleurie. Chaque mois de décembre, chaque mois de janvier, chaque mois de mars et enfin le mois de mai. Et ça, ce sont des bases solides que nous lançons. Et puis, nous savons qu'à partir de cette fenêtre culturelle que nous ouvrons des deux côtés, nous pourrons encore projeter plusieurs autres activités. Et dans cette même collaboration entre les deux écoles, une trentaine d'élèves des Petits Lutins ainsi que quelques encadreurs vont effectuer les déplacements pour la Suisse le 18 avril 2025 à la grande satisfaction de la promotrice des Petits Lutins, Grace Beau. Il n'y a plus d'émotion, mais toujours beaucoup de joie, d'abord à recevoir l'ambassadeur. Et pour nous, c'est une richesse d'envoyer les enfants en Suisse
parce que la Suisse reste quand même un pays avec qui nous travaillons beaucoup et nous échangeons, nous apprenons et c'est une richesse pour les enfants des petits lutins de découvrir la Suisse. À la fin de sa visite, l'ambassadeur Gaspard Chasper-Sarrote a dit toute sa joie. Écoutez, c'est une deuxième visite pour moi, donc évidemment j'étais très content de pouvoir revenir, de pouvoir assister à ce premier échange en ligne aussi avec une école en Suisse, Préfleury. Et c'est exactement ça, ce genre d'échange qui permet à nos deux pays de tisser des liens davantage, de faire connaître dans les deux sens un autre pays, parce qu'aussi en Suisse, il n'y a pas tout le monde qui connaît le Congo à fond et vice-versa non plus. Donc c'était une très très belle opportunité voilà, de pouvoir assister à ça. Gaspard Chasper-Sarrote a pris tout son temps pour visiter les œuvres d'art produites par les élèves des petits lutins et a quitté l'école avec des cadeaux lui offerts par les apprenants. Riposte contre l'Mpox en RDC, la situation épidémiologique actuelle indique que 45 834 cas suspects et 81 cas ont été confirmés. Le taux de létalité a diminué, passant de 1,6 à 0,36%. Sachez également que la capitale Kinshasa recense désormais 123 patients actifs, dont 56 cas suspects et 67 cas confirmés. 45 semaines depuis la riposte contre Mpox en RDC. La complétude hebdomadaire des rapports journaliers des provinces est de 80%, à savoir 104 sur 130 rapports journaliers attendus. Il a été signalé pendant cette semaine 834 cas suspects, avec un total de 81 cas confirmés contre 1017 cas suspects, soit une complétude de 76,3% et 45 cas confirmés pendant la 44e semaine. 3 décès ont été signalés parmi les cas suspects, ce qui ramène le taux de létalité des cas suspects à 0,36%. De la première semaine à la 45e, un total général de 42 912 cas suspects a été enregistré, dans lesquels 30 112 cas investigués, 19 677 cas prélevés pour 9 456 cas confirmés, avec un taux de décès suspect de 1132, soit 2,64%. On a donné les tendances de la maladie au niveau des différentes provinces et on a vu que on a vacciné déjà dans le premier bloc les 6 provinces. Cette vaccination est finie. On est en train de planifier le deuxième bloc. Mais on doit recadrer la stratégie de vaccination parce que là, on est en train de voir comment prendre en compte les nouvelles recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour essayer de vacciner dans les populations, les groupes cibles et voir au niveau du pays, là où il y a les glades, qui circulent et il faut vacciner pratiquement toute la population, y compris les enfants et les adultes. Signalons que la campagne de vaccination a été lancée dans la zone de santé militaire Kokolo et à la prison depuis le 7 novembre 2024. 79 personnes ont déjà été vaccinées. L'atelier d'évaluation à mi-parcours du plan de réduction du nombre d'enfants zéro dose et sous-vaccinés en RDC s'est clôturé sur des bonnes notes. Les objectifs assignés au cours de ces 4 jours d'assises ont été atteints, rassure le directeur du programme élargi de vaccination, Audrey Moulumba. On l'écoute dans ses propos recueillis par Renate Masunda. C'est effectivement 4 jours de travail parce que nous nous sommes donnés comme objectif qu'il fallait que nous puissions nous parler en nous regardant les yeux dans les yeux et sans gants, ce qui a été recommandé par le secrétaire général. Effectivement, cet objectif a été atteint parce que on a discuté effectivement sans état d'âme, je dirais même. Parce que nous avons laissé passer, nous avons laissé parler les véritables acteurs de terrain, qui sont les IT. On a laissé parler les médecins chefs des zones et aussi on a laissé parler les relais communautaires. Ça c'est quelque chose, c'est une réussite. Et je voudrais pour ce faire nous féliciter. Nous sommes arrivés à des conclusions, entre autres celui de revoir notre architecture et aussi d'essayer de disponibiliser les normes et directives pour que nous puissions nous améliorer. Ça c'est une très bonne chose parce que si effectivement notre architecture, notre montage est revu, on va corriger un certain nombre de choses. Nous avons eu pratiquement 10 recommandations que nous allons améliorer
Et je voudrais très sincèrement, pour ce faire, remercier les uns et les autres. Parce que c'est un travail que moi j'estime un travail de qualité. Dans un autre registre, les travaux des États généraux de la justice en RDC vont bon train. Les principales recommandations seront connues ce mercredi 13 novembre à la clôture. Pour la 5e journée de ce forum, plusieurs thématiques ont été abordées. Le point avec Lydie Malé. Le pouvoir du droit et le droit du pouvoir de l'émergence de la RDC pour la justice, la réforme de la justice et l'assainissement dans le secteur minier, la réforme de la justice dans la protection et valorisation de la souveraineté nationale dans le secteur des hydrocarbures, le droit d'auteur, protection personnelle de l'artiste congolais, la réforme de la justice et droit constitutionnel à l'information. Pour quelles réformes? Tels ont été les différents thèmes qu'ont exposé plusieurs panélistes en cette 5e journée des États généraux de la justice. Patrick Mouyaya, ministre des Communications et des Médias, a lors de son oral préconisé la nécessité de doter l'Union nationale de la presse congolaise de pouvoir d'un tribunal de paix pour connaître des litiges des journalistes en conflit avec la loi. Je me fais le devoir de vous rappeler les dispositions de l'article 24 de notre Constitution, qui dispose, je cite, « Toute personne a droit à l'information, la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garantis sous réserve du respect de l'ordre public, de bonnes mœurs et des droits d'autrui. » Quant à Moïse Mbiye, il propose ainsi à l'État congolais de veiller sur la gestion active de l'unique société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins. Depuis un temps, la Socoda pense à moi. Je reçois un peu d'argent. Je dois reconnaître ça. On doit reconnaître les bienfaits. Mais il y en a qui ne reçoivent absolument rien. Que nous pensions à eux. Mais aussi, je vais dire merci pour une chose. Nous avons dans ce pays un monument qui reconnaît les artistes. Sur un point de Victoire, ça s'appelle Place des artistes. Je bénis Dieu pour ça. Il existe au moins un lieu où nous pouvons placer nos noms. Mais à une condition, il faut mourir. Ouvert mercredi 6 novembre par le président de la République sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie face à cette maladie ?» Ces états généraux seront clôturés ce mercredi 13 par Félix Antoine Tshisekedi. Parlons des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le groupe des Léopards convoqué pour affronter le Sili national de la Guinée affiche désormais complet à Abidjan en Côte d'Ivoire. Après, avec les nouvelles têtes ayant rejoint la tanière ce mardi, Sébastien Desabre peut se lancer dans la préparation de la 5e journée des éliminatoires prévue ce 16 novembre. Déjà qualifiés à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025, les Léopards de la République démocratique du Congo ont posé leur valise en Côte d'Ivoire, d'où ils seront face au Sili national de la Guinée en match de la 5e journée des éliminatoires de cette compétition, la plus prestigieuse de la CAF. Avec 12 points au compteur et 6 clean sheets réalisés, dont 4 réussis par Dimitri Berthaud, 6 buts marqués, le Congolais se présente face aux Guinéens dans l'optique de l'emporter, comme à Kinshasa, eux qui se sont déplacés avec un groupe composé de 26 fauves, dont 15 sont arrivés ce mardi matin, à savoir Lionel Passy, Chancel Mbimba, Edo Kayembe, Peter Kioso, Samuel Mutusami, Charles Piquel, Yohan Ouissa, Dylan Batumisika, Arthur Maswaku, Meshach Elia, Dimitri Berthaud, Enoch Inonga, Gédéon Kalulu, Simon Banza et Rocky Bouchiri. Et puis représentant la RDC à la Ligue des champions de la CAF, le FCF TP Mazembe sur la voie de la qualification en demi-finale, ce qui sera une première pour un club de l'Afrique centrale, deuxième de leur groupe avec 3 points. Les champions du Congo sont dans l'obligation de s'offrir au moins une victoire lors des 2 dernières journées de la phase de groupe et passer au prochain cap. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur votre chaîne, la RT Éduc.